Salut tout le monde! Vous savez déjà tous que le Japon a le taux de natalité le plus faible au monde, que tous les logements sont petits, mal isolés et hors de prix, et bien sûr que ce sont les Japonais qui font le plus d'heures de travail au monde. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais tout ça, c'est complètement faux. Et j'y reviendrai dans cette vidéo dans laquelle on va faire le point sur un paquet de trucs faux qu'on entend répéter à tort et à travers sur le Japon. Entre les médias généralistes qui racontent n'importe quoi, les gens qui ont passé 15 jours en vacances ici et qui ont tout compris sur le pays, ou encore ceux qui choisissent volontairement de déformer la réalité pour faire du clic, pas étonnant qu'il y ait autant d'idées fausses qui circulent sur le Japon. Et en plus de tout ça, faut bien reconnaître qu'il y a aussi des erreurs en toute bonne foi, ce qui peut arriver à tout le monde, on est d'accord. On croit savoir quelque chose qui était peut-être vrai il y a 10 ou 15 ans, et on vérifie pas forcément avant de le répéter, alors que depuis ça a énormément changé. Pour les nouveaux qui se demanderaient pourquoi m'écouter moi plus qu'un autre, alors déjà j'habite ici depuis 15 ans, donc même si je connais pas tout sur le Japon, je pense quand même être un poil plus crédible que des gens venus ici 2 fois en congé. Et puis contrairement à beaucoup de monde, je vais pas vous donner seulement mon avis perso basé sur une seule et unique expérience personnelle. Quand c'est possible, je vous montrerai des chiffres pour appuyer ce que je dis. Avec tout ça, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez un peu mieux la réalité de la vie au Japon et j'espère que quand vous viendrez ici, ça vous permettra de prendre du recul par rapport à toutes les âneries que vous aurez vues sur les réseaux. Le Japon a le taux de fécondité le plus bas au monde. Je ne vais pas m'étendre 2 heures dessus, il n'y a qu'à regarder les chiffres. Le taux de fécondité au Japon est de 1,15, il est de 1,12 en Espagne et c'est guère mieux en Italie avec 1,18. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, à Taïwan c'est 0,87 et en Corée du Sud c'est carrément 0,75, donc beaucoup plus bas qu'au Japon. Pas besoin de développer plus, ceux qui rabâchent ça sont juste des mythos. La population vieillit et le taux de natalité est faible, oui, c'est vrai, et c'est un problème, mais le Japon n'a pas le taux de natalité le plus faible au monde. Il n'y a pas de place dans les crèches au Japon. C'était le cas il y a 10 ans, mais entre les mesures prises et la baisse de la natalité, c'est plus vraiment un problème. En 2024, dans tout le pays, il y avait seulement 2567 enfants sur liste d'attente pour des places en crèche agréées. Il y a 3,2 millions de places dans le pays et seulement 2,8 millions d'enfants placés. Les enfants de 6 ans prennent le métro seuls pour aller à l'école et c'est tout à fait normal. Certains enfants font ça, oui, certes, mais c'est très rare. Leurs parents les envoient dans des écoles privées loin de chez eux, mais seulement 1,3% des écoliers vont dans le privé. Les autres vont dans l'école publique de leur quartier, comme en France. Dans le même genre, les enfants de 4 ans vont pas faire des courses seuls, et au moins en ville, aucun parent qui se respecte ne laisse des enfants de maternelle ou de début primaire se balader seuls dans la rue. Le pays est sûr, oui, et il y a extrêmement peu de risques qu'il se fasse agresser, mais un gamin, japonais ou non, ça reste un gamin. Il risque de traverser la rue sans faire attention et de se faire écraser, de courir sans regarder et de se prendre un vélo, ou bien de se blesser en tombant ou autre. Tous les élèves au Japon ont un uniforme. Alors c'est plutôt vrai au collège et au lycée où plus de 80% des établissements ont un uniforme, mais dans certains d'entre eux, le port de l'uniforme est facultatif. J'ai enseigné dans un lycée comme ça, et les élèves faisaient comme ils voulaient. Niveau école primaire, maintenant, seulement 27% des écoles ont un uniforme. Donc au final, c'est très répandu, oui, mais c'est pas non plus 100%. Et il y a même des Japonais qui ont fait toute leur scolarité sans porter d'uniforme une seule fois. Le liquide est roi et il faut retirer des liasses entières avant de venir ici. 43% des paiements au Japon se font sans contact contre 57% en liquide. Alors oui, il y a encore beaucoup de liquide, mais je vous signale qu'en France, la carte de crédit a dépassé le liquide pour la première fois seulement en 2024, avec 48% des paiements par carte contre 43% en liquide. C'est moins qu'au Japon, mais c'est pas non plus le jour et la nuit. Au quotidien, au moins en ville, on peut tout à fait vivre sans liquide. Perso, je paye pratiquement tout avec des moyens de paiement sans contact depuis des années, que ce soit des applications comme PayPay ou ma carte de transport, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas encore, on peut payer énormément de choses avec une Suica ou une Pasmo par exemple. Ses courses au supermarché, son repas au resto, ses courses au combini, dans les cafés et j'en passe. Donc même si vous trouvez un endroit qui ne prend pas la carte de crédit, il y a quand même de très fortes chances qu'il accepte d'autres moyens de paiement. Alors attention, il y a quand même des situations où vous devrez avoir un peu de liquide, comme pour recharger votre carte de transport physique, pour les entrées dans des temples ou des sanctuaires, pour acheter un truc dans un stand de nourriture quand il y a des fêtes, ou encore pour régler par exemple dans certains petits commerces de quartier. Après honnêtement, la plupart des endroits où vous irez en ville et près des lieux touristiques prendront la carte, donc c'est pas vraiment un souci. Si vous êtes vraiment un psychorigide de la carte de crédit, avant de commander un truc, vous avez qu'à regarder à la caisse quels modes de paiement sont acceptés. Et si vous voyez qu'ils ne prennent pas la carte, allez ailleurs. Il y a des milliers de restos et de magasins qui la prennent. Vous n'êtes pas obligé d'aller exprès dans le resto qui la prend pas dans ce quartier.
Travailler dans une société japonaise, c'est l'enfer. Tout le monde dit que les Japonais sont ceux qui font le plus d'heures de travail dans le monde, mais encore une fois, il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour se rendre compte que finalement, non. Les Japonais font 1607 heures par an, c'est moins que la moyenne de l'OCDE qui est de 1716, et bien moins que le Mexique ou la Corée du Sud, premier et deuxième avec 2128 et 1915 heures par an. Les Japonais bossaient environ 1900 heures dans les années 1990, mais j'ai une nouvelle incroyable, en 35 ans, le Japon a changé. Ah bah ouais, c'est dingue! Pour info, en France, c'est 1490 heures, donc on est loin de l'enfer que beaucoup de monde s'imagine. Évidemment, au Japon comme en France et comme partout dans le monde, ça dépend énormément du secteur, de la société, des personnes et j'en passe. Oui, il y a des Japonais qui finissent à 23 heures tous les soirs, mais il y en a aussi qui font leurs heures, qui pointent et qui rentrent chez eux. J'ai interviewé plusieurs Français sur la chaîne et aucun n'était en surmenage. Je connais aussi une Française qui a trouvé un poste dans une grosse boîte japonaise, elle travaille dans l'IT, et après avoir bossé plusieurs années en France, elle est bien mieux ici, moins de pression et moins d'heures supplémentaires. Bref, arrêtez de croire que tous les Japonais sont des esclaves qui se tuent à la tâche et qui n'ont pas de vie. Ah, et je rencontre aussi des gens qui croient dur comme fer que les Japonais bossent 7 jours sur 7 et n'ont pas du tout de congé. Eh bien ça, non plus, ce n'est pas vrai. Les employés de bureau bossent 5 jours par semaine, ils ont leur week-end et niveau congé, ça dépend des boîtes. Certains commencent avec 10 jours dans certaines sociétés et ça augmente jusqu'à 20 en quelques années, 6 ans il me semble. Ensuite, au Japon, il faut savoir qu'il y a 16 jours fériés par an. Et si ça tombe un dimanche, c'est reporté au lundi. Si le lundi est déjà férié, c'est reporté au mardi. Donc en gros, on perd jamais 2 jours fériés. Et en plus de tout ça, il y a aussi certaines boîtes qui ont quelques jours de fermeture au Nouvel An par exemple. Alors oui, il y a des Japonais qui prennent pas leur congé, et c'est souvent effectivement difficile de prendre 2 ou 3 semaines d'affilée, mais faut arrêter de croire qu'ils n'ont pas du tout de jours de congé. Parmi mes élèves, j'en ai qui prennent leurs 20 jours tous les ans, et d'autres qui les prennent pas. Ça dépend. Toujours dans le boulot, les Japonais sont pas tous obligés d'aller boire avec leurs collègues ou leur chef tous les soirs après le taf. Il y en a qui le font, mais il y a aussi plein de Japonais et de Japonaises qui vont jamais boire avec leurs collègues, et ils se portent très bien. Enfin, pour en terminer avec le boulot, l'idée que les Japonais ne changent jamais de boulot est aussi bien dépassée. En 2022, 34% des diplômés de l'université ont quitté leur première boîte moins de 3 ans après y être entrés. Et il y a tout un tas de sites et d'applis pour changer de boulot, sans parler des chasseurs de tête, et au final, les gens se privent plus du tout de changer de taf si ça leur permet d'avoir une meilleure situation. Du côté des employés en CDI, 7,2% d'entre eux ont changé de boîte contre 9,1% en France. Au Japon, toutes les personnes âgées travaillent. En réalité, seulement 25% des plus de 65 ans travaillent. Dans le détail, vous avez 52% des 65-69, 34% des 70-74 ans et 11% des plus de 75 ans. C'est beaucoup plus qu'en France, évidemment, mais moins qu'en Corée. Encore une fois. Généralement, c'est pas du temps plein et la première raison, c'est pour rester en bonne santé et être actif. Ensuite seulement, pour avoir un complément de revenu et ne pas rester seul chez eux, en participant à la société, en voyant des gens, en ayant des collègues. Si vous voyez un homme de 80 ans qui est ici au McDo, il y a des chances que ce soit pour gagner un peu d'argent et arriver à boucler les fins de mois. Mais il y a aussi plein de personnes qui font juste quelques heures par semaine, comme gardien ou jardinier par exemple, seulement pour pas rester seul chez eux et pour se sentir utile. Au Japon, il existe plein de règles obscures et compliquées à maîtriser. En général, il faut juste respecter les autres, éviter de les gêner et ne pas être un boulet. C'est tout. Quelqu'un de relativement bien élevé en France et qui fait un minimum attention aux gens autour de lui n'aura absolument aucun problème en vacances ou pour vivre ici. Après, ça vient peut-être de moi et c'est peut-être mon avis personnel parce que je suis trop habitué au Japon, mais ne pas téléphoner dans le train, mettre ses écouteurs quand on regarde une vidéo dans les transports en commun, éviter de rester planté par grappe de 10 en plein milieu devant un escalator, s'écarter pour laisser descendre les autres passagers avant de se ruer dans le métro comme un sauvage, ou encore s'asseoir par terre en plein milieu d'un magasin ou d'une gare, tout ça m'a pas l'air d'être ultra compliqué comme règle. Maintenant attention, des règles implicites ou des manières de faire vraiment différentes pour un étranger, il peut effectivement y en avoir, surtout si vous bossez dans une boîte japonaise. Mais au quotidien, que vous soyez touriste ou résident, il n'y a vraiment rien de sorcier et vous n'avez pas besoin de vous stresser plus que ça si vous venez passer vos vacances ici. Soyez poli, regardez autour de vous comment font les Japonais, respectez les panneaux d'interdiction. Ici, en général, c'est pas seulement fait pour faire joli, et surtout respectez les autres, particulièrement les Japonais. Alors, si certains d'entre vous me disent oui, j'ai vu un Japonais fumer, donc je peux fumer, les Japonais le font. Non, c'est une exception.
Il y a effectivement certaines personnes qui ne respectent pas les règles, même au Japon, mais c'est pas forcément une bonne idée de prendre ces exceptions comme généralité et de les copier. Voilà, essayez de respecter les règles, s'il vous plaît. Il n'y a pas de poubelle au Japon, même pour les bouteilles en plastique et les canettes. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de poubelle pour les déchets ménagers dans les rues, mais il y en a dans les combini, les supermarchés, les gares Shinkansen, certains lieux touristiques et dans les centres commerciaux, entre autres. Pour les vidéos de mythos qui se filment en train de se trimballer toute la journée avec leurs bouteilles en plastique en plein centre-ville, je pense qu'il faut vraiment aller consulter d'urgence un ophtalmo, parce qu'il y a des poubelles pour le recyclage des canettes et des bouteilles en plastique pratiquement partout. Il suffit vraiment d'ouvrir les yeux. Il y a des escaliers partout dans les gares et c'est horrible. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais il y a 2 inventions incroyables qui montrent vraiment que le Japon vit dans le futur. C'est tout nouveau, donc c'est peut-être pas encore arrivé dans tous les pays. Et c'est pour ça que certaines personnes sur les réseaux sociaux, en particulièrement, savent pas très bien comment s'en servir. Ça s'appelle l'escalator et l'ascenseur. Et le truc trop fou, c'est qu'il y en a dans presque toutes les gares. Faut juste regarder les panneaux pour regarder où ils sont. Et le problème est réglé. Sinon, il y a aussi Google Maps et l'option accessibilité en fauteuil roulant qui vous indiquera quelle sortie prendre pour avoir un ascenseur. J'ai guidé un couple adorable l'autre fois à Yokohama, coucou à vous si vous regardez la vidéo, et l'une des 2 personnes était en fauteuil roulant. Et c'était son 3e voyage au Japon. Pour eux, il n'y a pas photo. Le Japon, c'est incroyablement pratique pour se déplacer, même en fauteuil, que ce soit dans les trains, les bus ou les Shinkansen, à des années-lumière de la France ou de la Belgique, d'où ils venaient. Donc, n'écoutez pas les chouineuses qui se plaignent de devoir porter leurs valises et qui filment plein d'escaliers en cadrant bien pour qu'on ne voit pas l'escalator juste à côté. Il n'y en a pas forcément à toutes les sorties de chaque gare, mais il y en a quelque part. Au moins en ville en tout cas. Faut pas mettre de vêtements qui montrent les épaules pour les filles. Alors celle-là, je l'avais jamais entendue, à part dans des vidéos de certains occidentaux qui ont jamais dû mettre les pieds ici, j'imagine. Il y a plein de japonaises en débardeur ou autre l'été, donc je sais pas d'où ils ont sorti ça. À la limite, le truc qui peut étonner les japonais, ce serait plutôt des décolletés bien plongeants, parce qu'ici c'est assez rare. Autant une mini-jupe ou un mini-short, même très très court, c'est tout à fait normal et personne ne le calcule vraiment. Autant un décolleté avec une poitrine généreuse, c'est vraiment moins courant. Mais ça m'étonnerait qu'on vous dise quoi que ce soit. Au pire, vous aurez peut-être droit à un regard étonné ou un peu intéressé. Le Japon, c'est le pays de l'excentricité et il y a des gens en cosplay dans la rue. Pas du tout. Les gens excentriques ou super originaux, il y en a, comme partout, mais c'est une infime minorité. Donc ne vous attendez pas à voir des gens en cosplay dans la rue ou des gens avec des tenues extravagantes, des cheveux colorés, à part peut-être dans certains quartiers bien spécifiques à certains horaires de la journée. Si vous voulez voir des gens en cosplay, allez dans des conventions de cosplay, c'est fait pour ça, ou dans des salons comme le TGS par exemple. Les Japonais aiment faire la queue et on doit toujours attendre 1 heure pour manger ou prendre un café. C'est vrai qu'il y a souvent de longues files pour des magasins très nouveaux ou très populaires. Mais non, les Japonais n'aiment pas spécialement faire la queue et surtout, il y a des millions d'endroits où on peut entrer sans attendre 3 plombes. Ça dépend du quartier, de l'heure, du nombre, c'est pas du tout une fatalité. Faut arrêter de penser que Shinjuku ou Shibuya un samedi après-midi, c'est la norme au Japon. C'est l'exception. Même à Tokyo, on peut très bien aller prendre un café ou manger sans faire 30 minutes de queue. Suffit de pas être un mouton et de s'écarter un peu des grosses avenues. Il y a des restaurants au Japon qui refusent les étrangers. Alors, ça existe sûrement, mais j'en ai jamais vu en 15 ans ici, et même si vous tombez dessus, la plupart de ceux que j'ai vus sur les réseaux, c'était plutôt qui refusaient les gens qui parlaient pas japonais. Et ils avaient probablement une bonne raison de le faire. Peut-être que le magasin est tenu par une seule personne âgée qui parle pas du tout anglais et qui a peur de pas pouvoir bien servir. Peut-être qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec un touriste et ça les a marqués. Peut-être que ça risque de gêner les habitués, je sais pas. Au final, peu importe la raison, c'est leur magasin, ils font ce qu'ils veulent et tant pis s'ils veulent pas de votre argent. C'est pas comme si les restaurants c'était un truc très rare au Japon. Suffit d'aller au resto d'à côté qui sera ravi de vous encaisser et le problème est réglé. Sérieusement, au moins en ville et dans les lieux touristiques, il y a des menus en anglais pratiquement partout. Que ce soit sur la carte ou via des codes QR pour voir le menu dans plusieurs langues et à la louche, il doit y avoir environ 14 253 fois plus de lieux qui affichent menu en anglais disponible ou welcome que de restos qui refusent les étrangers. Dans le même genre, il y aurait des endroits avec des prix différents pour les étrangers. Là aussi, j'en ai jamais vu à part sur les réseaux, mais Lucas, dans son interview sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, m'a dit qu'il était tombé dessus une fois à Shibuya et que c'était effectivement un poil plus cher. Donc ça existe, oui, mais c'est rarissime. Donc là aussi, vous inquiétez pas. Vous en trouverez probablement pas, même en cherchant bien. Et si jamais vous tombez dessus et que ça vous gêne, levez-vous et allez à côté. Par contre, la double tarification dans certains lieux touristiques va être mise en place ou existe déjà. Mais c'est vraiment pas partout et c'est le cas dans d'autres pays. Et de toute façon, vu les prix dérisoires des visites ici, il n'y a pas vraiment de quoi pleurer.
Qui va refuser de visiter un château ou un temple après avoir fait 14 000 bornes pour venir au Japon et 30 minutes de transport en commun pour se rendre sur place? Tout ça parce qu'il voit en arrivant que le tarif pour les touristes, c'est 300 yens, moins de 2 euros, alors que c'est gratuit pour les résidents. Franchement, faut arrêter 2 secondes de pleurer pour tout et n'importe quoi. Surtout que ces hausses de tarifs, extrêmement rares, je le répète, sont pas là pour chasser les touristes, parce que la différence de prix est tellement ridicule que ça fera partir seulement le plus gros des rapaces, et encore, c'est mis en place pour lever des fonds et entretenir le lieu ou nettoyer derrière les hordes de visiteurs. C'est pas du racket dans le seul but de se remplir les poches au détriment des touristes. C'est dur de trouver des restaurants quand on a des enfants. Je suis tombé l'autre jour sur la vidéo d'une Française qui se plaignait de s'être fait refouler de 3 restos dans la même soirée seulement parce qu'elle avait des enfants. Alors ça m'est jamais arrivé en 15 ans, c'est jamais arrivé à aucun Français que je connais et on a tous des enfants. Même chose pour toutes les familles de touristes que j'ai rencontrées, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ça. Comme pour beaucoup de choses, c'est pas parce que quelque chose ne m'est pas arrivé que ça n'existe pas, on est d'accord. Mais c'est certainement pas parce qu'un truc est arrivé une fois à une personne qu'il faut généraliser et commencer à dire au Japon c'est comme ci, au Japon c'est comme ça. Pour en revenir à cette dame, je sais pas comment elle a fait, ni où elle a essayé de rentrer. La seule explication qui me vient en tête, c'est que comme elle parlait pas japonais, elle était peut-être dans un quartier où il y a des bars à hôtesses ou ce genre d'établissement, et qu'elle les a pris pour des restos normaux. Voilà, c'est vraiment un mystère, je sais pas. Alors par contre, il existe aussi des restaurants où on sert de l'alcool et où on peut fumer, et qui vont refuser forcément les mineurs, surtout le soir. Mais c'est des établissements bien particuliers, et si vous allez dans n'importe quel resto normal, vous aurez jamais aucun souci avec des enfants. Le Japon, c'est une destination chère. Pour le billet d'avion, c'est comme partout. Ça va dépendre de la compagnie, de la période et des escales que vous ferez. Mais globalement, on va pas se mentir, c'est souvent un joli petit budget. Par contre, sur place, presque tout est moins cher qu'en France. Beaucoup moins cher. Que ce soit l'hébergement ou la bouffe. Et avec le taux de change actuel qui tourne autour d'1 € pour presque 180 yens, vous aurez vraiment l'impression que tout est au rabais et vous vous sentirez comme les rois du pétrole ici. Tous les gens avec qui je parle et qui viennent de France, de Belgique ou d'ailleurs me disent tous la même chose, c'est beaucoup moins cher ici. Et au final, passer 10 jours ici à l'hôtel en faisant 2 restos par jour revient largement moins cher que de faire la même chose en France par exemple. Le coût de la vie est moins élevé ici qu'en France, surtout quand on vient avec des euros. Quand on reçoit son salaire en yens, c'est pas la même chanson et l'inflation se fait vraiment sentir depuis quelque temps, mais en tant que touriste, tout est bon marché. Comme toujours, ça dépend de plein de facteurs, donc si vous débarquez en pleine floraison des cerisiers, vous payez un bras votre hôtel à Shinjuku que vous avez réservé 2 semaines avant de partir, il n'y aura rien d'étonnant. Mais en général, tout le monde est agréablement étonné du faible coût de la vie une fois sur place. La nourriture des combini, c'est délicieux. Alors, aucun japonais et aucun résident sérieux ne va vous dire que manger au combini, c'est une bonne idée. C'est pas mauvais, ça dépend quand on n'a pas le temps, mais c'est ni sain, ni très bon, ni bon marché. Allez-y une fois pour manger un onigiri ou acheter une boisson, mais faites-moi plaisir, ne prenez pas tous vos repas au combini. Des fois, je vois des touristes devant le combini en train de manger un plat réchauffé debout, qui a l'air vraiment pas terrible en plus. Ils ont pris une boisson et un dessert, au final ça leur a coûté plus cher que s'ils étaient allés dans un bon resto à 20 mètres de là, où ils auraient pu manger un bon plat bien cuisiné assis tranquillement. Le Japon a un problème de surtourisme. Non. Il a un problème de touristes qui s'agglutinent tous au même endroit et de blaireaux qui ne respectent rien. C'est pas vraiment la même chose. Par rapport au nombre total de visiteurs, les abrutis sont heureusement une infime minorité. Mais malheureusement, on parle que d'eux. Il y a aussi plein de touristes qui respectent le pays, qui donnent une très bonne image des étrangers, mais ça fait moins de vues de parler d'un gars qui a laissé sa place à une personne âgée ou une femme enceinte dans le train que d'une écervelée qui s'est filmée en train de faire des tractions sur un tori dans un sanctuaire comme une débile. Forcément, quand on se comporte bien et qu'on fait une bonne action, on commence pas à se filmer avant. Par contre, quand on est abruti et qu'on sait plus quoi faire pour attirer l'attention, on se filme en train de faire des pitreries. Autre raison pour laquelle je dis que le Japon n'a pas vraiment de problème de surtourisme, c'est simplement ce que disent les chiffres. La France accueille 100 millions de touristes par an pour 68 millions d'habitants. Au Japon, c'est environ 40 millions de voyageurs pour 125 millions d'habitants. Bien sûr, les durées de séjour et l'origine des touristes sont très différentes, mais ça permet quand même de relativiser le nombre de visiteurs étrangers au Japon. Et encore une fois, plus que le nombre, c'est vraiment leur concentration qui pose souci dans certaines parties très délimitées du pays. Même dans les villes comme Kyoto où il y a 1600 temples, 400 sanctuaires et 17 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, pratiquement tout le monde s'agglutine dans les mêmes 4 ou 5 spots sans vraiment savoir pourquoi, à part pour faire comme les autres. Alors oui, je sais, ces endroits sont très jolis, mais est-ce qu'on profite vraiment d'un lieu en étant encerclé de centaines d'autres touristes qui parlent anglais, espagnol, chinois et en étant écrasés comme des sardines? Je suis pas sûr et au final vous réussirez souvent au mieux à prendre exactement la même photo que tout le monde, disponible sur le net en 3 secondes de recherche,
mais le lieu vous aura pas du tout marqué. Et je trouve ça vraiment dommage. Je comprends l'envie de les voir, hein, et je sais que vous allez y aller, donc faites-le très tôt ou très tard quand il y a un peu moins de monde, et surtout, visitez aussi autre chose s'il vous plaît. Il y a énormément de coins tout aussi beaux avec pas un chat. Il suffit juste de s'écarter un peu ou de faire quelques recherches avant de partir, ou même une fois sur place. Il est jamais trop tard. Un coup d'internet ou une visite à l'office du tourisme, et vous pourrez changer votre voyage lambda, copier-coller sur tout le monde, en voyage vraiment unique. Par exemple, à Kamakura, où je fais très régulièrement des visites guidées, c'est pareil. Tout le monde va seulement dans 2 ou 3 endroits. Ils sont jolis et j'y passe vite fait avec mes clients parce qu'ils veulent les voir et aussi parce que même s'ils sont assez fréquentés, c'est pas du tout au même niveau que Asakusa à Tokyo. Mais on fait pas que ça. Et on visite surtout d'autres endroits vraiment magnifiques juste à côté où il y a quasiment personne. Même en plein jour férié pour les Japonais, comme pendant la Golden Week, on se retrouve parfois seul dans des forêts de bambou avec personne. Si vous êtes curieux et vous voulez découvrir de coins superbes à Kamakura avec moi, toutes les infos sont sur mon site et aussi dans la description sous la vidéo. Pour terminer avec l'augmentation du nombre de touristes étrangers, on le ressent clairement dans les lieux les plus populaires, comme Shibuya à Tokyo, certains lieux de Kyoto évidemment, Hakone, pas loin de Tokyo, ou encore Kawaguchiko. Mais ça reste très localisé. Et au niveau national, il y a plein de régions magnifiques où personne ne met les pieds et qui au contraire adoreraient avoir plus de touristes. Les loyers sont hors de prix à Tokyo et c'est difficile de se loger. Alors non, contrairement à ce que beaucoup de gens croient encore, la capitale japonaise est l'une des rares grandes villes au monde, si ce n'est la seule, à être vraiment abordable en termes de logement. Il y a des logements en quantité pour tous les budgets et c'est ultra simple de trouver un appart pour les Japonais ou les résidents étrangers qui ont un visa stable et qui parlent japonais. C'est vrai, ça aide. Bien sûr, si tu as 0 revenu, tu n'as pas de garant, tu as un visa étudiant d'1 an et tu parles pas un mot de japonais, c'est plus difficile. Oh là là, quelle surprise! Alors dites-moi dans les commentaires si à Paris c'est ultra simple de louer sans garant, sans revenu et sans parler français. Peut-être que j'ai raté un épisode et que c'est moi qui déconne après tout. Pareil, si vous louez un appartement en plein centre de Tokyo à 2 minutes à pied de Shibuya ou de Ginza, vous allez payer une fortune. Mais il ne faut pas pour autant venir pleurer que les loyers sont chers. C'est juste votre choix. Vous préférez payer cher pour être près d'une gare, aucun souci, mais c'est ni une fatalité, ni une situation normale. Plus on s'éloigne des gares, moins c'est cher. Et puis surtout, comme les trains et les métros sont extrêmement pratiques, en faisant 15 minutes de train, on peut vivre dans un quartier beaucoup plus calme, dans un appartement plus grand et payer carrément moins cher. Ceux aussi qui racontent qu'ils sont obligés de faire 2 heures de train pour aller bosser, sauf cas extrêmement particulier d'une mutation au dernier moment par la boîte alors qu'on est proprio, le reste c'est soit un choix qu'on n'assume pas, soit du gros mytho pour faire des clics. Et si vous voulez savoir pourquoi contrairement à l'Europe, au Canada ou à l'Australie, il n'y a aucune crise du logement au Japon, je vous mettrai en description les liens vers des vidéos en anglais très complètes et détaillées sur le sujet qui expliquent très bien tout ça. Pour faire court, depuis des décennies, il y a énormément de nouveaux logements construits. Les règles d'urbanisme sont plus souples et non, c'est pas parce que la population baisse. Celle de Tokyo aurait plutôt tendance à augmenter légèrement. En plus, quand on veut louer un appart ici, on trouve l'annonce sur le net, il y en a plein. On contacte l'agence qui répond généralement tout de suite. On visite l'appart quelques jours après et on est seul. Il n'y a pas 50 personnes qui font la queue jusqu'au rez-de-chaussée avec des dossiers de 3 kilos. Et si on est intéressé, on peut emménager très rapidement. Comparé aux grandes villes françaises ou à d'autres pays, c'est un jeu d'enfant. Niveau prix, le loyer moyen d'un 20 mètres carrés à Tokyo, c'est autour des 85 000 yens, ou selon les sites, de 50 à 120 000 yens. Le salaire moyen, c'est 370 000 yens bruts et environ 300 000 yens net, on va dire. Bien sûr, il y a des appartements plus petits que 20 mètres carrés et les loyers varient énormément en fonction du quartier, de la distance à la gare, je l'ai déjà dit, et de plein d'autres facteurs. Bref, je le répète une dernière fois, personne n'a du mal à se loger dans les grandes villes japonaises. Les maisons de retraite sont hors de prix et les personnes âgées préfèrent aller en prison. Le prix moyen d'un EHPAD en France varie un peu selon les sites, les régions et les types d'établissements, mais en gros, faut compter autour de 2 700 € par mois. En Ile-de-France, c'est plutôt vers 3 600 € par mois. Au Japon, ça va de 100 000 yens pour les maisons de retraite publiques à 300 000 yens pour les établissements privés médicalisés. Il y a des établissements avec 0 frais d'entrée, mais il y en a aussi qui peuvent demander plusieurs centaines de milliers de yens avec une moyenne située autour de 1 million de yens. A noter aussi qu'il existe un système d'assurance dépendance LTCI qui, en fonction des revenus, prend en charge 70 à 90% des coûts mensuels. Bien sûr, ça dépend du type de maison, des soins, du personnel, et je suis pas un spécialiste des maisons de retraite, ni au Japon, ni en France, mais une chose est sûre, c'est cher, bien sûr, mais pas vraiment plus qu'en France. Le Japon est un pays machiste, les femmes sont malheureuses au Japon. 70% des Japonaises se déclarent heureuses ou très heureuses. C'est le même chiffre que pour les Françaises. En plus, selon les sondages, les femmes japonaises sont plus heureuses que les hommes japonais.
et ça depuis très longtemps. En tant que professeur de français, j'ai énormément d'élèves qui sont des femmes, donc je côtoie plein de japonaises et j'ai jamais rencontré de japonaises qui se plaignaient du style «Ah, au Japon, les femmes sont exploitées, ah, on est des victimes». Non. Les seuls qui disent ça, ce sont des personnes qui sont en Europe, qui sont jamais venues au Japon, qui ont jamais rencontré une japonaise et qui répètent des clichés qu'elles ont entendus sur le Japon d'il y a 50 ans. Dans le même genre, les femmes mariées restent à la maison et sont toutes femmes au foyer. 80,9% des mères japonaises travaillent, dont 34% comme travailleuses régulières. Et avec plus de 75%, le taux d'emploi des femmes japonaises entre 15 et 64 ans est supérieur au taux d'activité des françaises. Le Japon est un pays fermé avec pratiquement aucune immigration. Ça l'était peut-être encore il y a 20 ou 30 ans, mais aujourd'hui il y a quand même 3,95 millions de résidents étrangers, dont 2,3 millions de travailleurs. Et surtout, ce nombre augmente de 10% par an, avec 357 000 personnes ayant immigré au Japon en 2024. En France, il y en avait 347 000 en 2023 et 434 000 en 2024. Alors oui, la population étrangère au Japon est très minoritaire, mais ça change et ça provoque d'ailleurs déjà de la récupération politique, vous le savez sûrement. Certains Japonais sont opposés à plus d'immigration, mais la couverture faite à l'étranger de ce phénomène est très exagérée. Le parti Sanseto, dont tout le monde a parlé après les dernières élections sénatoriales, les journaux ont fait des gros titres en disant qu'il avait fait une poussée historique, que les Japonais avaient voté en masse pour un parti d'extrême droite. En fait, il a gagné que 14 sièges sur 248. Donc oui, par rapport à avant, c'est une forte augmentation, mais 14 sur 248, c'est ridicule. Le parti n'a aucun pouvoir politique pour le moment. Ah, et au passage, les Japonais n'ont pas élu une première ministre radicale. Le Premier ministre n'est pas choisi directement par les électeurs. Divorcer est très mal vu et les Japonais ne divorcent pas. En France, 45% des mariages finissent par un divorce. Au Japon, c'est 35%. C'est pas très différent. Divorcer était peut-être encore tabou ou mal vu il y a 20 ou 30 ans, mais aujourd'hui, plus du tout. Il y a sûrement encore des personnes âgées ou des gens dans certaines régions qui voient encore le divorce d'un mauvais œil, mais dans les grandes villes, pas du tout. J'ai énormément d'élèves qui sont divorcés, remariés et qui en parlent en cours sans le moindre souci. J'ai aussi rencontré plein de Japonais et de Japonaises, que ce soit des collègues ou des gens croisés dans des soirées, qui en parlaient tout à fait librement. Les Japonais sont racistes et détestent les étrangers. Comme partout il y a des racistes au Japon, oui. Très majoritairement, ils le sont envers les Chinois ou d'autres Asiatiques, mais quand je vois des Occidentaux blancs qui jouent les victimes, boubou, on m'a parlé en anglais, on m'a refusé dans un resto, on m'a regardé bizarrement, quelqu'un m'a bousculé, alors forcément c'est parce que c'est un gros raciste, et donc tous les Japonais sont comme ça me fait doucement rigoler. J'ai déjà interviewé sur la chaîne plusieurs personnes d'origine différentes, et personne n'a vécu de racisme ici. Au pire, un traitement différent parce qu'on est étranger, oui, mais tous les étrangers sont plus ou moins logés à la même enseigne, peu importe leur couleur de peau, leur religion ou leur origine. Sur les réseaux, vous avez bien des vidéos qui montrent le mauvais comportement de certains étrangers et qui font le buzz, mais vous avez bien plus de vidéos au final qui montrent la réaction de touristes qui découvrent la nourriture japonaise et qui sont émerveillés, ou d'interactions positives avec des étrangers. Et ça depuis des années avec des nombres de vues hallucinants. Je vous parle même pas des chaînes YouTube d'étrangers vivant au Japon et qui parlent japonais, ça cartonne. Donc oui, une minorité de Japonais sont sûrement racistes, ou voient d'un mauvais œil l'augmentation de la population étrangère, mais l'immense majorité des gens ne le sont pas. Au contraire, si vous vivez au Japon ou que vous venez en vacances ici, vous vous en rendrez compte immédiatement. Les Japonais dorment sur des futons et il y a des tatamis dans toutes les maisons. En fait, 60% d'entre eux dorment sur des lits, et même 70% parmi les plus jeunes. Pour les tatamis, c'est plutôt vrai, puisque 70% des logements ont une pièce avec des tatamis. Le sport national au Japon, c'est le judo. En 2023, il y avait seulement 125 000 licenciés au Japon, alors qu'en France, il y en avait 530 000. Le sport national au Japon, c'est le baseball, et de très loin. Le judo n'est pas du tout populaire. Il y a d'autres sports bien plus populaires comme le kendo par exemple, avec ses 2 millions de licenciés. L'administration au Japon, c'est horrible. D'après certaines personnes, l'une des premières raisons pour laquelle beaucoup d'étrangers quitteraient le Japon, rien que ça, ce serait la paperasse administrative. Remplir des formulaires à la mairie serait un enfer sans nom et les guichets fermeraient tous à 15h, donc on pourrait jamais y aller. Alors je connais pas les horaires de toutes les mairies du Japon, mais par exemple les mairies d'arrondissement à Yokohama où j'habite sont ouvertes de 8h30 ou 8h45 le matin à 17h. Et 2 samedis matins par mois. En cherchant un peu, j'ai trouvé qu'à Paris, c'était de 8h30 à 17h, plus un jour jusqu'à 19h30. À Marseille, c'est en gros de 8h30 à 12h10 et de 13h10 à 16h10. En plus, au Japon, pour pas mal de formalités, il y a des petits centres administratifs, les Gyosei Senta, souvent situés dans des gares,
très importantes et qui peuvent être ouverts de 7h30 à 19h tous les jours, plus de 9h à 17h le week-end. Sans compter que chaque fois que je suis allé à la mairie pour faire un papier, j'ai jamais attendu plus de 30 minutes. Il n'y a jamais eu de problème et les délais pour obtenir des documents sont vraiment rapides. Dernier truc aussi, quand la mairie ferme à 17h, ils foutent pas tout le monde dehors. On peut plus entrer à 17h, mais il s'occupe des clients entrés avant 17h. C'est presque impossible de s'intégrer au Japon. Même après 10 ans, on nous dit « Ah, Nihongo Jozu, tu parles bien japonais, tu manies bien les baguettes, donc forcément, tu restes un gaijin. » Et le coup des baguettes, ça m'est jamais arrivé. Peut-être quand je débarquais il y a 15 ans, mais depuis, vraiment jamais. Et quand quelqu'un te dit « Ah, Nihongo Jozu », ça veut dire que ton japonais est pas encore naturel. Et puis ce compliment, qu'il soit sincère ou pas, ça reste un compliment. Si t'es blessé dans ta petite fierté, c'est pas la faute du japonais que t'as dit ça. C'est à cause de ton niveau. Le Japon est le pays du plastique. Alors c'est là, on l'entend tout le temps, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Vous aurez qu'à aller la voir après celle-ci. Il y a beaucoup de plastique, oui, mais en poids par habitant, pas forcément plus que dans des pays européens, et c'est très loin d'être le plus gros pollueur. Si vous pensez aussi que les vélos n'ont pas d'antivol au Japon, mais ne sont jamais volés bien sûr, que les fruits sont hors de prix ici, que c'est un luxe d'en manger, que le Japon est le pays avec le taux de suicide le plus élevé, ou qu'être prof de français ça fait fuir les japonaises, je vous conseille fortement d'aller jeter un œil à mes autres vidéos qui devraient apparaître sur votre écran. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le Japon. Il y a encore plein de trucs faux qui circulent sur le pays. Donc si vous en entendez, vous voyez passer des choses, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.